transition courte. Ils ont cédé sur le deuxième gouvernement de la porte, et ne s'est plus jamais refermé. Aujourd'hui, ils sont trimballés, le mot est même gentil, par les putschistes. Cette levée de sanctions, d'autant plus qu'en décembre, c'était acquis. Il n'y avait même plus de problème. Le problème, c'est du côté maintenant de la junte nigérienne, qui devait ouvrir un dialogue et qui devait donner un calendrier pour qu'on. C'était le cas avec le Mali. Il y a eu des sanctions avec le Mali. À partir du moment où le Mali avait pris l'engagement d'organiser les élections le 24 février, mais ça, on ne peut plus en parler, parce que la situation c'est totalement décrédibilisé au Niger. On les a levés. Donc, vous prenez des sanctions pour obtenir le retour. Ok, c'est pas grave, on peut plus, on laisse tomber. On va obtenir maintenant une transition courte. On peut pas, on laisse tomber. On va obtenir la libération de Bazoum. On peut pas, on laisse tomber, on annule tout. Mais franchement, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, et quand tu n'es pas d'accord avec la CEDEAO, menace le parti, ils vont se réunir à un sommet extraordinaire pour t'offrir tout ce que c'est la prime au chantage et au putsch. Antoine Salet Timanko, écoutez, nous sommes tous... Alors, vous voyez, c'est ça, quand on raconte ces bêtises-là, les Ivoiriens écoutent, les Ivoiriens pensent que tout est... Attendez. Pour que on en arrive là, il a fallu du chemin. Il a fallu des constats. Pour qu'on en arrive là, on ne regarde que la face visible du iceberg. Ces coups d'État sont des coups d'État salutaires, sont des coups d'État légitimes. Je répète. Parce que souvent, les gens confondent certaines terminologies, certaines appellations, certains propos, on mélange tout. Légitimer et légaliser, c'est pas la même chose. Je dis, ces coups d'État, ceux qu'ils appellent coups d'État, sont légitimes. Du fait que le peuple souverain a apporté sa caution morale, son soutien moral, son adhésion morale. Dès l'instant où le peuple soutient, ça devient légitime, ça devient souverain. On gouverne le peuple. Et c'est le peuple qui décide. Dans ces pays-là, au Mali, c'est le peuple qui a commencé le combat. Si Assimi et ses frères d'armes n'étaient pas intervenus, le nombre de morts, Dieu seul sait à quel niveau on allait être. Mais parce que, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu suffisamment d'hommes intelligents pour dire au criminel Ouattara qui était logé à l'hôtel du Golfe, arrête ce que tu fais. Les bâtards, ils parlent, mais ils ne parlent pas des 3000 morts du fait d'Alassane Ouattara qui a contesté un résultat. Assimi Goïta n'a pas contesté un résultat. Ibrahim Traoré n'a pas contesté un résultat. Abdraman Tiani n'a pas contesté un résultat. Ils ont suivi la volonté du peuple. Chaque cas est un appel. Le Mali, Dieu seul sait dans quelles conditions il était. Pendant que l'armée n'avait rien en France, les Français chez nous empêchaient nos militaires de se déplacer selon leur bon vouloir. Sur votre propre terrain, votre propre pays. Bâtards vous tous. Je ne sais même pas quel est le mot que je peux utiliser pour alléger ce que j'ai sur le cœur. Oh, des bâtards vous tous. Vous tous. Jusqu'à votre président. Au Mali, on avait une armée de nom. On avait une armée de façade. On n'avait pas une armée. On n'avait pas d'avion. On n'avait pas de munitions. Des soldats devaient se départager par moment une arme, deux. La première chose qui m'a choqué quand je suis rentré dans mon pays, au Mali, à l'aéroport, je vois des policiers qui n'ont aucune arme. Je traverse la ville. Par moment, je m'arrêtais et puis je causais. Je pose la question, où sont vos armes? On n'a pas d'armes. On ne nous a pas donné. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, on ne nous a pas donné. Bâtard 1000 fois. Je mets mon pied dans tous. Vous tous. Je demande à ceux qui croient encore à Dieu de commencer à prier en Côte d'Ivoire. Commencez à prier. L'hiver noir,
l'albinos noir, les deux vont arriver avec un fracas en Côte d'Ivoire. Vous êtes pressés. Est-ce que c'est notre souhait? Non. Parce qu'il y a des indignes qui se disent musulmans dans ce pays-là, qui refusent de dire la vérité à ces fils de Satan. Ces idiots qui vont s'asseoir sur les plateaux de télé et mentir aux Ivoiriens. Donc si Dieu va frapper, aussi bien ceux qui se disent prédicateurs, catholiques, chrétiens, évangélistes ou musulmans, Dieu va vous frapper vous tous. Et c'est vous. Vous allez être assis et puis vous allez regarder. Au Mali, pendant que l'armée n'avait rien, la France interdisait à nos forces de défense et de sécurité de se déplacer. Vous avez entendu des témoignages quand on a pris, le jour où on a pris Kidal, je vous ai fait écouter des témoignages de certains de nos officiers. Comment nos soldats ont été tués lorsque le soi-disant premier ministre du Mali, j'ai pas envie de dire son nom, vous savez c'est qui, quand il s'est rendu à Kidal. Comment les rebelles et les terroristes en complicité avec la France ont attaqué le convoi du premier ministre. Des gendarmes ont été tués, des policiers ont été tués. Ces gens-là tuaient nos soldats avec une certaine brutalité que quand vous regardez, vous pouvez passer. Moi, la première fois que je suis tombé sur une de leurs vidéos, j'ai fait pratiquement, je sais plus, à peu près 3 à 4, 5 mois, j'étais un peu, psychologiquement, j'étais affecté. Mais je ne sais pas comment Dieu a pu me maintenir. C'était aux États-Unis, j'avais du mal à dormir. Chaque fois, l'image me revenait. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela signifie? Mais ces images que nous, on pouvait voir aux États-Unis, les images-là n'arrivaient même pas dans nos pays. Je ne sais pas comment ça se passait. Souvent, quand je parle, on dit, mais tu as vu ça où? J'ai dit, mais je suis en train de regarder. Il dit, ah, nous, ici, on n'a pas vu. Non, on n'a pas ça ici. Alors, nos soldats sont morts. Beaucoup de nos sœurs sont veuves. Beaucoup de nos enfants sont orphelins. Et des bâtards vont s'asseoir sur des plateaux de télé et nous attaquer. Parce qu'ils ont un bâtard du président appelé Ouattara. Un dangadé, un voleur de la pire espèce, un enfant de Satan, appelé Alassane Ouattara. Mais ne soyez pas pressés. Je vous ai donné des signes en tant que baobab de l'Éternel. Et les signes, vous êtes en train de les voir, vous les voyez tous, mais vous refusez d'admettre et de reconnaître que ce que Keïta a dit est en train d'arriver à Alassane Ouattara. Je m'en fous que vous reconnaissiez, je m'en fous que vous ayez vu, je m'en fous que vous détournez le regard. Ça va s'accomplir, c'est tout ce que moi je connais. Regardez le visage de Ouattara, si c'est le même visage qu'il avait en début d'année 2025. Je vous ai donné des signes. Comment Dieu va le dénaturer physiquement avant de le détruire. J'ai dit, quand on va regarder Ouattara, on va dire, est-ce que c'est vraiment lui là qui était notre président ou c'est lui là notre président? Je vous ai dit ça il y a à peu près 10 ans. Beaucoup étaient pressés. Beaucoup étaient pressés. Mais vous n'avez qu'à commencer à regarder Alassane Ouattara. Si ce que j'ai proclamé au nom de l'Éternel s'accomplit ou pas. Regardez le visage d'Alassane Ouattara. Regardez la demande d'Alassane Ouattara. Regardez le vent d'Alassane Ouattara. Ce qui est dedans, c'est ce que j'avais annoncé. Comme j'ai annoncé la mort d'Ahmed Bakayoko et de Gon Coulibaly. Comme j'ai annoncé la fuite de Sorogio. Je ne suis pas Eli Pada, je ne veux pas être Eli Pada, je ne suis pas celui que vous dites que je suis, je souhaite être celui que Dieu tout simplement veut que je sois. On nous attaque, on nous insulte. Pourquoi ils n'ont pas le courage de regarder le visage d'Alassane Ouattara et dire que la Côte d'Ivoire a un sérieux problème? Nous ne sommes pas votre ennemi. Le fait d'avoir accepté de prendre notre souveraineté, j'aime pas l'expression indépendance. Aujourd'hui, le Mali a des radars. Aujourd'hui, le Mali a des armes. Je vais revenir au Burkina, ne soyons pas pressés, j'arrive au Burkina. Aujourd'hui, le Mali a des armes, le Niger a des armes. Le Mali, Assimi devait intervenir pour arrêter le bain de sang.
Au Burkina, d'ailleurs, je vais laisser Burkina parce qu'on va parler de ce gars-là. Au Niger, c'est le général Tiani même qui nous l'a dit. Il ne pouvait plus s'asseoir. Regardez Bazoum sacrifier des Nigériens. On arrête un chef terroriste. Demain matin, l'Élysée appelle. Le soir, le terroriste, il est libéré. Le président prend, c'est puisqu'il était à côté du président. Il voyait tout. Est-ce qu'on peut accuser Tiani d'avoir menti? Pourquoi Macron voulait déclencher la guerre au Niger? Parce qu'il y a beaucoup de secrets qui sont au Niger. Quand les bâtards comme ça, ils parlent, des bâtards que vous êtes, juste, c'est pas vrai. Je vous invite à aller regarder au Niger. Les régions où on exploite l'uranium. Allez regarder l'écosystème. Allez regarder dans les hôpitaux, dans les cliniques. Les enfants qui naissent, déjà enfants dans le ventre de sa maman, on détecte le cancer. Sa maman met au monde un enfant qui est déjà atteint du cancer. La maman elle-même, elle a le cancer. Le papa a le cancer. Ils sont allés ramasser ça où? À cause de l'exposition à l'uranium. Les déchets d'uranium sont déversés à ciel ouvert. Comment les gens ne vont pas tomber malades? Les Nyamogodé comme ça, quand ils parlent, est-ce qu'ils sont au courant des implications? Mais Dieu merci, je ne suis pas votre camarade jusqu'à la fin de votre vie pathétique et minable, vous ne m'arriverez jamais à la cheville. Parce que c'est Dieu qui m'a établi. Sur comment défendre la France qui tue des Africains. Comment défendre la France qui impose sa volonté à un pays souverain. Ce que vous devez comprendre, souvent quand Dieu veut frapper, quand il frappe, il y aura des balles perdues. C'est ça que nous déplorons et c'est ça que nous allons déplorer toujours. Il y aura des balles perdues. Parce que Dieu ne va pas venir prendre les bons, allez-y là-bas, je vais tuer ceux-là d'abord et puis ensuite vous allez revenir. Non, ça va se faire en même temps. Comme ces travailleurs-là qui sont allés voir leur maître, ils ont planté, ils avaient bien labouré la terre, ils ont enlevé les mauvaises herbes et puis ils ont planté les graines, ça poussait, ils sont allés voir le maître, il dit, mais maître, on a labouré, on a enlevé les mauvaises herbes, mais il y a c'est en train de pousser, vraiment c'est joli, mais ça pousse avec les mauvaises herbes, donne-nous l'autorisation d'aller les enlever. Il dit non, si vous allez les enlever, vous allez détruire en même temps ce qui est bon. Donc laissez tout pousser ensemble. Et puis quand on va faire la moisson, là, quand on va couper, on va enlever aussi les mauvaises herbes. Donc vous comprenez, Ivoiriens, que Dieu, parmi vous, il y a ceux qui sont bons. Donc Dieu va vous laisser grandir avec les mauvais. Et Dieu fera le tri après. Mais tout le monde sera coupé, tout le monde sera frappé avec le même bâton. Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela signifie. Allez-y réfléchir, demandez à vos imams, à vos prédicateurs musulmans, catholiques, tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas leur camarade, j'ai déjà fini avec eux. Parce que tu connais la bien réciter ton Coran. Tu as fini de réciter, dis Alhamdulillah, béni sur le Saint-Coran. Maintenant, viens me montrer ce que tu as lu là, ce que tu as compris de la Bible, on va parler. Tu as fini de parler de la Torah jusqu'à, tu as fini, d'accord. Tu as bien compris la Torah, oui. Béni soit la parole de Dieu. Viens et toi, on va parler. Ce que tu as appris là, viens en parler. Tu as fini de lire ta Bible, tu as cité tous les versets, tu as fini, béni soit la parole de Dieu. Tu as bien compris ta Bible, d'accord. Mets ça à côté, viens en parler. C'est comme ça. J'ai pas de problème. Si tu es garçon, faut venir. Finis de lire tout ce que tu veux là. Tu as fini, non, mets à côté, maintenant viens en parler. Parce que, c'est vrai, Dieu va couper les bons et les mauvais, et ensuite il va faire le tri. Ce qui est bon, il prend pour lui. Le reste là va dans le feu. Je maudis Arthur Banga au nom de Dieu. Je maudis Ali Diarasuba et je maudis Élysée. Comme tous les bâtards, sans oublier
les Tortues Ninja, que vous soyez tous maudits jusqu'à la dernière génération et que Dieu ne vous épargne point. Que sa colère s'abatte sur vous et sur votre famille parce que vous ne méritez pas de vivre. Votre mensonge est dégoûtant. Votre haine contre l'AES est inacceptable. Vous nous parlez de la CEDEAO aujourd'hui, là? Ah bon? Quand vous vantez la mairie de la CEDEAO, lorsque les terroristes vont visiter la Côte d'Ivoire, nous espérons que la CEDEAO viendra intervenir pour aider la Côte d'Ivoire à se débarrasser des terroristes. Vous êtes tellement des petits bâtards inconscients. Quand vous regardez Boko Haram au Nigeria, là, le Nigeria où se trouve le siège de la CEDEAO, c'est-à-dire que c'est ça que vous allez faire, et puis Dieu va pousser les terroristes, et ils vont aller prendre Abuja, et puis s'asseoir dans le siège de la CEDEAO. Enfin, c'est à Lagos, mais ça doit être à Abuja, je crois. La Chine même s'est proposée de construire le siège, tu vois. Alors, voilà des gens qui nous attaquent. Nous, on est en train de tout financer ici au sein de l'AES. Mais voilà la Chine qui veut construire la maison de la CEDEAO pour la CEDEAO à Abuja. Ils avaient refusé. C'est l'année dernière, ils ont accepté. Donc, c'est la Chine qui est en train de construire le siège de la CEDEAO. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Parce que non, sois tranquille, mon frère. Je ne maudis jamais comme ça. Et Dieu même m'a interdit de maudire. Mais ce que je ressens aujourd'hui, Dieu sait très bien ce que je ressens. Parce que c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. C'est dangereux ce qu'ils font. Et nous, on a le droit. À moins qu'on ne soit pas dans la vérité. Mais si on est dans la vérité, billah, vous allez voir ce que nous disons. Si on ment, c'est eux qui gagnent. Mais si on est dans la vérité, il n'ont qu'à bien prier. Alors, maintenant, je vous amène ici. Je vous amène ici assez rapidement. Écoutons ça. Je suis le capitaine Igati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Jean Monod de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. On nous a toujours dit que nous accusons. Vous voyez, quand j'ai commencé, je vous en prie, écoutez très bien ce que je suis en train de dire là. Écoutez très bien. Pour vous dire que je ne suis pas à la hauteur de ces petits idiots. Ou du moins, ils ne sont pas à ma hauteur. C'est ça le bon français. C'est pas ça? Ils ne m'arrivent pas à la cheville. Rappelez-vous, je vais vous rappeler 2 faits simples. J'ai dit, je souhaite qu'on arrête de parler. Il faut commencer par produire les preuves, puisqu'ils veulent les preuves. La preuve, c'était après. Rappelez-vous la dernière accusation de notre capitaine champion, capitaine Courage, selon mon jeune frère Soulé, et que une journaliste de TV5, je crois, avait posé la question au porte-parole du gouvernement ivoirien, Michelet. Il a dit, on est habitué à ça, le Burkina accuse, le Burkina ne produit pas de preuves. C'est ce qui a tué Laurent Gbagbo en 2010. Je répète, c'est ce qui a tué Laurent Gbagbo en 2010. Une dernière fois, c'est ce qui a tué Laurent Gbagbo en 2010. Et Gbagbo regrette aujourd'hui. Si vous ne me croyez pas,
Je sais que son fils me suit, sa femme me suit, Katina me suit, plein d'autres au sein du PPAC. Prenez cette partie-là et puis allez demander, président, il faut écouter ce que Keïta dit. C'est ce qu'il dit est vrai ou faux. Si c'est faux, je demande au président Gbagbo, s'il sort prochainement, il n'a qu'à dire que je suis un menteur devant le monde entier. Gbagbo regrette aujourd'hui pourquoi il n'a pas sorti les preuves qu'il avait contre Ouattara en 2010. Les preuves, c'était des preuves qui avaient été regroupées par la DST, qui avait travaillé à l'époque avec la DGSE. Je répète, les preuves dont il est question, ce sont des preuves qui ont été remises au chef de l'État, au président Koudou Laurent Gbagbo, qui était encore en fonction. C'est pas des preuves sur les réseaux, mais c'était des preuves qui lui ont été données par la DST, qui avait travaillé à l'époque avec la DGSE, sur l'implication directe. Gbagbo, d'après mon analyse, Gbagbo ne voulait pas mettre en mauvaise posture son premier ministre Soro Guillaume. Gbagbo ne voulait pas humilier Soro Guillaume. Gbagbo a appris à aimer Soro, à travailler avec Soro, et il était à l'aise avec Soro, malgré que Soro l'attaquait, l'insultait. Gbagbo ne voulait pas faire de mal à Soro. Sinon, la preuve qu'il sortait, Soro Guillaume était dedans. Dans la preuve de Laurent Gbagbo, Soro était dedans. Gbagbo a dit, mais après il s'est rétracté. La Côte d'Ivoire était assise. Quand Ouattara, avec sa sale gueule, est venu dire, il n'a qu'à sortir les preuves, mais Ouattara savait déjà parce qu'il y avait eu un arrangement dans l'ombre. Gbagbo avait été interpellé de ne pas faire ça, sinon il va détruire le pays. S'il fait ça, la Côte d'Ivoire va flamber tout de suite. S'il fait ça, il va casser le pays, il va détruire le pays. C'est la raison pour laquelle Gbagbo n'a jamais présenté cette preuve contre Alassane Ouattara. C'est pas qu'il n'y a pas de preuves, les preuves sont là et il a encore ces preuves jusqu'à aujourd'hui. Il ne l'a pas fait parce que le pays. Gbagbo et Ouattara, c'est comme on dit en Djoula, Djela avec Djekene. Gbagbo est 1000 fois mieux, même Kadam de Gbagbo est 1000 fois mieux qu'Alassane Ouattara. Aller-retour, 1000 fois, aller-retour. Même le Kadam de Gbagbo est mieux qu'Alassane Ouattara. Parce que Gbagbo a le sens de l'honneur, la dignité. Et Gbagbo, en tant que politicien, la préservation de la vie humaine reste dans la tête de Gbagbo Laurent, comme c'est sacré dans la Constitution, dans la tête de Gbagbo Laurent, la vie humaine est sacrée. Il pouvait embraser la Côte d'Ivoire en faisant sortir ces informations-là. Je vous jure au nom de Dieu, si Gbagbo avait fait sortir Alassane Ouattara ne serait pas vivant aujourd'hui. La Côte d'Ivoire allait prendre du temps pour se remettre parce que la Côte d'Ivoire allait brûler. Ça allait commencer à l'ouest et puis descendre sur Abidjan. Il n'y avait plus Abidjan, il n'y avait plus chose. Tout allait gâter. Mais il a laissé. Il a été dissuadé de la meilleure manière de ne pas le faire. S'il aime la Côte d'Ivoire, de laisser tomber. Il n'a qu'à aller à ces élections sans chose. C'est pourquoi Gbagbo n'a rien dit. Vous croyez que Gbagbo n'a pas cette preuve-là? Il a ça. Il a ça. Alors, comme j'ai été entendu, vous pouvez m'attaquer, mais vous ne m'arriverez jamais à la cheville. C'est la grâce de Allah, le baobab de Dieu. J'ai dit, Ibrahim, pardon, commencez à faire sortir les preuves là. Sortons les preuves. Voilà ça. Celui qui allait prendre l'argent en Côte d'Ivoire, attention. On leur a dit, vous parlez, mais il y a des informations que vous ne devez pas donner. Mais avec qui il a pris l'argent en Côte d'Ivoire? On n'a pas dit le nom. Celui qui dit qu'il allait prendre 70 millions en Côte d'Ivoire, avec qui il a pris les 70 millions? Il dit oui, effectivement, ici en Côte d'Ivoire, c'est pris 70 millions. Avec qui il a pris les 70 millions? Mais pendant tout ce temps, ce qui est extraordinaire, ce qui est fantastique, ce qui est beau et joli à voir, je vous ai toujours dit, le renseignement au sein de l'AES n'est plus le renseignement sous-traité avec la DGSE. On contrôle notre renseignement. Et Allah est notre soutien. Pendant tout le temps que les gens faisaient, les gens ne savaient pas qu'ils étaient suivis. Il y avait un soupçon. Il y a certaines personnes qui étaient soupçonnées. Mais les gens, le renseignement a fait, c'est comme il n'y a rien. On les a pistés. On a intercepté leur communication.
Et c'est ça, voilà ce que cela donne. Au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangé, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature et le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sordo Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé. Ok. Ça aussi, on va écouter. Vous savez, c'est comment on peut regarder aujourd'hui, honnêtement, le Burkina et dire qu'il faut renverser le capitaine Ibrahim. Est-ce que le Burkina, d'une certaine manière aujourd'hui, est-ce que le Burkina n'est pas la fierté de l'Afrique? Est-ce que le Burkina n'est pas cette fierté? Madi Sakandé fait partie des personnes mises en cause dans ce complot. Dans la vidéo qui va suivre, il confesse avoir été en contact avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, cerveau du complot. Nous l'écoutons. Lui, c'est Amoré Ipal. Je m'appelle Eladji Madi Sakandé. Je suis commerçant. Donne-moi une seconde. 2023. Voilà. Il dit qu'il a eu des échanges avec l'ancien président Paul-Henri. Ok. En 2025, je me suis rendu, encore rendu chez l'ancien président Damiba. À notre deuxième rencontre, il m'a signifié leur intention de faire un coup d'État pour s'emparer du pouvoir. Parce que lui, comme il parle pas français, il parle à Moré et les gens font la traduction par écrit. On continue d'écouter. Le deuxième 2025 rapport. Donc, le deuxième, en fait, c'est celui-là qui allait en Côte d'Ivoire. C'est celui-là qui allait, c'est dans cette vidéo qu'il va le dire, dans son témoignage. C'est lui qui allait en Côte d'Ivoire. C'est lui qui allait récupérer les 70 millions. Mais avec qui il allait récupérer les 70 millions? Alors pourquoi on veut faire tomber le Burkina? On veut faire tomber le Burkina parce qu'on estime que les pays de l'AES ne devaient pas aller en avant. Ce coup d'État dont on a parlé tant, c'était en décembre. Rappelez-vous, avant cette arrestation-là, la dernière arrestation au Burkina qui a eu lieu avant celle-là, le coup était pour décembre 2025. Et 2025, c'était un coup qui devait être, 2025, c'est un coup qui devait être simultané. Puisqu'ils se disent que le Niger n'est pas trop fort. Donc, ils ont déjà stationné. Écoutez, je vous en prie. Écoutez très bien. Ils ont stationné, même aujourd'hui, quand le Bénin refuse, on est au regret. La France, le déploiement militaire français qui est au Bénin, ce déploiement-là était prêt à intervenir au Niger. Mais que devait-il se passer? Il fallait lancer des assauts simultanés. Les terroristes avaient reçu leur mission de couper le Mali de son carburant, les hydrocarbures. Il fallait couper le Mali des hydrocarbures. Donc les terroristes ont commencé ce travail-là et le narratif a suivi directement à Paris. Vous avez entendu, Bamako est encerclé, ils sont au port de Bamako. Tous, c'est ce qu'ils disaient. Et ils ont commencé à sauter. Donc ils attendaient comment on appelle ça, des pénétrations par-ci, par-là, déclencher des explosions, des tirs, et tous ceux qui vont dire, ah, il faut venir au secours du Mali. Donc, sans demander notre aval, ils allaient parachuter des gens chez nous pour dire qu'ils sont venus pour contrôler la situation. Dieu merci, on a géré au niveau du Mali. Mais pendant que cette opération était lancée sur le Mali,
il y avait une autre opération qui était en préparation au Burkina. Donc, lancer des terroristes contre le Mali, lancer une opération de déstabilisation au Burkina et l'armée française au Bénin entre au Niger afin de AIS et Tête d'Oï. Voilà le plan qu'ils avaient tracé pour 2025, décembre 2025. Par la grâce de Dieu, par la gloire de Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, nous avons déjoué tous ces plans. Le Burkina devait être l'agression la plus brutale. Il faut attaquer les bases de drones et des officiers militaires étaient ciblés. Le chef du renseignement devait être liquidé. Celui qui est à la commande des drones devait être liquidé. Le président lui-même devait être liquidé. Il fallait paralyser complètement Ouagadougou. Et pendant ce temps, les terroristes allaient recevoir du renfort, du matériel, et même la Légion étrangère allait être impliquée, s'habiller comme les terroristes, mais en fait, eux, ils sont là pour des assassinats ciblés. Pendant ce temps, au Niger, ils vont entrer en grande pompe, au motif de passer par le Niger pour venir stabiliser le Burkina et le Mali. Puisqu'ils n'allaient pas passer par le Sénégal ni par le Tchad. Donc il y avait une forte probabilité, soit par la Côte d'Ivoire, soit par le Bénin, entrer au motif de venir nous stabiliser. S'il y a un bâtard en Côte d'Ivoire qui croit qu'il est suffisamment aguerri et qui connaît la politique mieux que moi, s'il ne sort pas, qu'il soit maudit à jamais, Nyamoko, des bâtards que vous êtes. Vous ne pouvez pas m'arriver à la cheville. Et tant que des gens comme nous, par la grâce de Dieu, on est au sein de l'AES, rien de ce que vous allez faire va prospérer. Parce que la main de Dieu est dans la vie de ces trois présidents-là. Vous vous inquiétez pour nous? Voilà un président qui arrive, qui surendette un pays. Lui seul, il prend 346 milliards chaque année. Ça, c'est son argent de poche. Attention, hein, il faut que j'explique bien. Les 346 milliards là, ça, c'est son argent de Nyamakoudji, c'est son argent de poche. Quand je dis Nyamakoudji, vous savez ce que c'est. Ça, c'est son argent de poche. Maintenant, il y a la présidence de la République qui a son budget, qui n'est pas le budget de souveraineté de Ouattara. Il y a la résidence présidentielle, sa maison qu'il a transformée en résidence, qui a son budget. Donc, Alassane Ouattara et son fils adultère, voleur, maudit, Dangadé, Ouloudé, Télébraïba, ils gèrent trois budgets. La résidence présidentielle, le palais présidentiel et le fonds de souveraineté de son père voleur et criminel. Mais quand vous mettez les trois ensemble ivoiriens, ça va vous donner un vertige. On n'est pas loin des 1000 milliards pour une seule personne. Je dis, si vous mettez tout ça ensemble, parce que dans tout ça là, ceux qui sont logés à l'hôtel Sebroko, il y a l'argent aussi qui est mis à côté. Donc quand vous mettez tout ça ensemble là, on n'est pas loin des 1000 milliards par an que lui et son fils adultéré volent. L'argent du trésor ivoirien, l'argent de la sueur des Ivoiriens, l'argent du café cacao, l'argent de la souffrance des Ivoiriens. Eux deux là, ils prennent 1000 milliards. Ils sont, je répète, si vous mettez tout l'argent qui tourne entre leurs mains, lui et son fils voleur là, c'est plus de 1000 milliards. J'ai dit au moins non, maintenant là, c'est plus de 1000 milliards. Mais Adam, lui seul a à peu près 400 milliards pour lui-même, lui seul. Donc, vous croyez que le budget de la présidence, là, vous croyez que c'est combien? 200 millions. Vous croyez que le budget de la résidence présidentielle, là, vous croyez que c'est combien? 100 millions. Puisque c'est là-bas, il va recevoir le président, souvent. Mais on ne vous a jamais dit quel est le budget de la résidence présidentielle. On vous a jamais dit. On vous a jamais dit quel est le budget de fonctionnement du palais présidentiel. On vous a jamais dit, hôtel Sobroko, là, les soi-disant forces spéciales, là, quel est leur budget de... Vous n'avez aucune idée. Donc, lui seul, il a au moins 1000 milliards. Et vous pensez que Dieu va donner à ce idiot de voleur président là, le pouvoir de dominer l'AES? Parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu dit, je suis avec ceux qui sont dans le peuple. Mais quand vous volez le peuple, et puis vous croyez que Dieu doit vous soutenir contre nous là, est-ce que dans votre tête là, ça tourne rond? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne fonctionne pas correctement? Alors, ce qu'il faut retenir au Burkina Faso, cette tentative de coup d'État
puisque Ibrahim, maintenant je vais vous expliquer pourquoi c'est au Togo. Et pourquoi je demande au capitaine Ibrahim, en tant que président de l'AES, de saisir ses homologues maliens et nigériens pour envoyer un courrier clair à Fort Yassingbe, de clarifier sa position. Si le Togo devient une base arrière pour déstabiliser l'AES et particulièrement le Burkina, comme le Bénin l'a fait, que le Togo croit qu'on n'est pas capable de fermer la porte, parce que Fort se dit, aujourd'hui Fort est devenu le port c'est Lomé, c'est ça? Le port de Lomé est plus riche aujourd'hui que le port d'Abidjan, que le port de Dakar. Parce que les pays de l'AES, c'est eux qui constituaient le poumon économique de ces 2 ou 3 ports. Bénin, c'est Mali, Burkina, Niger qui allaient au Bénin. Côte d'Ivoire, c'est Mali, Niger, Burkina qui allaient là-bas. Sénégal, c'est Mali, Niger, Burkina qui allaient là-bas. Alors, Côte d'Ivoire, on a rarifié. Maintenant, nous tous, on se rabat beaucoup plus vers le Ghana. Parce que le nouveau président qui est arrivé, il a été suffisamment intelligent. Dès sa prise de fonction, tout de suite, il a envoyé un émissaire spécial pour l'AES. Parce qu'il a besoin de notre argent. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que nous, on est pauvres, on n'est pas pauvres. Attendez, la Côte d'Ivoire disait en 2024 que le Mali était son premier partenaire économique, avec plus de 1000 milliards de bénéfices réalisés. Allez-y réfléchir un peu. Parce que nos produits passaient par le port d'Abidjan. Et le port autonome d'Abidjan est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. Si vous voyez que l'État ivoirien a eu tous les problèmes à un moment, et que l'État est obligé de prendre crédit pour payer crédit, parce que nous, on a raréfié. Bon, si vous comptez aujourd'hui, peut-être c'est 5, 6, 7, 8, au maximum 10 importateurs qui passent aujourd'hui par le port d'Abidjan. Mais c'est une perte énorme pour la Côte d'Ivoire. Au port de Dakar, on a été confronté à des réalités parce que avec ces attaques terroristes, ça c'est vrai, que beaucoup de nos marchandises étaient stockées au port de Dakar, qu'il fallait rapidement trouver un moyen pour cela. Vous avez vu la ministre du Transport, elle allait à Dakar discuter tout ça, pour pouvoir comment rapidement on peut gérer ça. Le Ghana est là. Donc, il ne faudrait pas que le Togo pense que c'est parce que le Togo nous offre une façade maritime que Fort Yassingbe, parce que Yassingbe joue un jeu dangereux. Et c'est pourquoi j'ai dit je vais demander la permission à mes présidents. Et ça, je vais le faire. Le jour que je vais obtenir leur accord, je ne viendrai pas dire j'ai demandé, ils m'ont dit qu'ils sont d'accord. Non, il y a une façon de faire les choses. Et Yassingbe comprendra que mes présidents m'ont donné feu vert. Parce que jusqu'à présent, nous, on ne parle pas. On le laisse regarder, on le laisse faire au Togo. Les magouilles qu'il fait, les manipulations qu'il fait. Comment il se croit rusé. Parce que Fort Yassingbe croit qu'il est plus rusé. C'est vrai qu'il a duré au pouvoir. Il est né dans le pouvoir, il a grandi dans le pouvoir, il a été formé dans le pouvoir. Donc il sait, il connaît les maillons faibles, il sait comment il faut manipuler. Vous avez vu la ruse qu'il a faite, tout le monde a vu ça. On dit d'accord, comme c'est président, ça vous le fait pas après la présidence. Mais le vrai pouvoir, comment il fait une révision constitutionnelle, il ramène le pouvoir entre les mains des députés parce qu'il est certain de garder le contrôle sur les députés. Parce qu'à ce niveau-là, un premier ministre, dans tous les pays du monde, les premiers ministres sont à vie. Les premiers ministres, il n'y a pas fait de mandat dedans. Une fois que le pouvoir, c'est un pouvoir législatif, le premier ministre, il peut faire 20 mandats. Mais c'est le président, on dit tu ne peux pas faire plus de 2 mandats. Donc il est comme ça fait des présidents, vous faites palabre. Voilà ça. Prenez la présidence, moi je reviens, en tant qu'il devient homme fort, il quitte la présidence, maintenant il devient premier ministre avec tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du premier ministre. Voilà. Mais nous, on n'a pas parlé. On aurait pu décortiquer, on aurait pu soutenir le peuple togolais. On n'a pas fait. Donc, si nous, on se tait sur les bêtises qu'il fait au Togo, c'est pas lui qui va héberger des gens pour tenter de tuer des gens sur nous. Parce qu'on ne peut pas accepter. Il va falloir qu'il clarifie sa position. Si c'est à partir du Togo qu'on va tuer les gens, peut-être que nos présidents vont leur dire, on va vous désobéir, monsieur le président. Mais il y a 2 mots qu'on doit dire à Fort Yassingbe. Et ça, on va le faire. Parce qu'on ne peut pas permettre qu'un idiot comme Daliba va s'asseoir là-bas, planifie et essaie de tuer les gens. Mais Damiba était très malin.
Il n'a pas voulu que les hommes qu'il recrute sur le terrain soient en contact avec d'autres personnes. C'est avec lui. Et nous savons tous que Damiba, il est très bête. Il n'a pas cette intelligence-là. Comme l'a dit le jeune frère Maïga, il est bête. Donc, qui pilotait? Qui parlait? Qui dirigeait? Qui intervenait? Damiba est en contact direct avec la DGSE. Mais vous n'allez jamais entendre le nom d'un agent de la DGSE, jamais. Mais Damiba est en contact direct avec eux. Il y a un contact téléphonique entre eux. Et mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que le monsieur va prendre l'argent? Pourquoi il ne va pas prendre l'argent au Ghana? Parce que le président du Ghana n'est pas dans la magouille. Pourquoi l'argent, il leur dit pas d'aller prendre ça au Bénin? Parce que ce sera trop suspicieux. Mais alors, tous ceux-là disent, beaucoup disent qu'ils ont été manipulés. C'est Dieu qui connaît la vérité. Mais moi, je ne crois pas à ça. Un coup d'État, ça se prépare. Oh, mais oui, il y a des officiers de l'armée qui étaient dedans, comme des policiers, comme des civils. Mais n'oubliez pas la première audio qui nous a été balancée. La première audio. Avec Amoudé, l'homme de main de Ténébrement et d'Alassane Ouattara, qui a dit, c'est le même mode opératoire. Hein. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais c'est le Burkina qui est plus ciblé parce qu'ils se disent peut-être que Assimi a trop cimenté autour de lui. IB, parce que les sorties d'Assimi Goïta, c'est beaucoup rare. Les sorties du général Tiani, c'est beaucoup rare. Mais IB, lui, sort beaucoup. Alors, je vais vous rappeler deux ou trois choses. Avant que les Américains n'interviennent, au Venezuela, depuis le mois de mars-avril, la Maison-Blanche avait ordonné avec le Pentagone le déploiement de ce que je vous ai toujours appelé des agents de terrain. La CIA, il y a comment ils sont rentrés, je ne sais pas trop, mais en tout cas, la CIA a pu entrer au Venezuela. Et la CIA a commencé par corrompre. Je vous en prie, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. La CIA a commencé par corrompre qui? La CIA, donne-moi une seconde, je vais vous faire écouter, je vais voir si je peux, mais ce sera en anglais, je ne sais pas trop si vous allez pouvoir... Donc la CIA a commencé à corrompre l'entourage de Maduro. Depuis le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc ils ont fait quoi? Ils ont fait combien de mois? Presque un an. Presque un an. Ils étaient en train, ils savaient ce que Maduro mangeait tous les jours. Ils connaissaient même le parfum qu'il utilisait. Ces animaux de maison, ils connaissaient tous les noms des animaux de maison. Ils connaissaient tout de Maduro. C'est ce que la CIA avait fait. Depuis le mois de mars, ils étaient au Venezuela pour récolter des informations. On savait où ils dormaient, on savait où ils se couchaient, ils savaient tout. Mais posez-vous une seule question. Comment la CIA savait ça si la CIA n'avait pas corrompu l'entourage de Maduro? Rappelez-vous, le premier jour que j'ai fait mon intervention, j'ai dit l'entourage a été corrompu. Et curieusement, tout le monde est d'accord, ils ont commencé à arrêter plein de gens. Mais la CIA, je vous ai dit, pour lancer une opération aéroportée, il y a toujours une équipe d'élite sur le terrain pour vous donner les coordonnées GPS exactes. Rappelez-vous, j'avais dit, mais comment ils ont su où était Maduro, où il fallait frapper là où se trouvait la sécurité de Maduro,
il y avait des Vénézuéliens, il y avait des Cubains. Il fallait frapper là-bas, les tuer. Je crois qu'il y a eu 20 ont été tués. Hier même, j'ai assisté à la levée de corps de certains soldats vénézuéliens. D'accord? Les Cubains, c'était la même chose. Ils ont tué 80. Bon, si on dit 80, mais c'est le chiffre, peut-être que c'est plus que ça, hein, civils comme militaires. Mais il y avait 20 militaires vénézuéliens qui ont été tués. Et c'est eux, leur quartier général qui a été visé. Mais là, le côté de Maduro, ils n'ont pas frappé. Mais pour faire ça, il faut avoir des gens sur le terrain. Pour donner les coordonnées exactes des GPS pour que les missiles soient calibrés exactement, frappés là où il faut. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas tout. Les bases militaires, ils ont donné les coordonnées de certaines bases militaires pour éviter que des avions puissent décoller, pour éviter que des drones puissent décoller. Donc, ils ont frappé des quartiers, comme on dit un quartier, non? Des quartiers généraux, c'est ça? Voilà. Ils ont frappé là-bas. Mais toujours avec la complicité de Vénézuéliens. Donc, la CIA était là-bas. La même chose que Israël a fait avec l'Iran. C'est le même mode opératoire. Alors, nous, on va se poser une question ici, dans le Sahel. C'est parce que nous avons verrouillé nos frontières. La DGSE ne peut pas entrer chez nous sans qu'on ne sache qui est rentré chez nous. C'est vrai, nos frontières sont poreuses, mais on connaît leur mode de vie, leur style de vie. Ils vont faire comme on va observer, on va remarquer, quelqu'un va prendre le téléphone pour dire, hey, tu dois bien entrer quand tu es capable, mais très bien. Merci beaucoup à toi. Merci, Fatih. Il faut réfléchir. La DGSE ne peut pas rentrer. Tu rentres, on t'attrape. Dès l'instant où cet agent de la DGSE a franchi la frontière malienne, dès l'instant où on a scanné son passeport à l'aéroport, on était déjà sur son dos. On était sur son dos. C'est la même chose au Niger. C'est la même chose au Burkina. Alors, comme ils ne peuvent plus entrer, ils tentent le tout pour le tout. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont abandonner? Ils ne vont pas abandonner. Ils ne vont pas laisser tomber. Ils vont continuer. Jusqu'à ce que le message fort et clair, comme ils viennent le faire, on a deux choix. Soit on fait un assassinat ciblé, on va au Togo et puis on va liquider Damiba. Et, attendez, si vous voyez que le président rwandais est tranquille, Paul Kagame, quand il entend quelque part que tu fais quelque chose, c'est pas son problème. Il envoie des agents pour te liquider. Oui, je suis musulman, je ne dois pas dire ça, mais je ne peux pas m'asseoir et puis regarder quelqu'un tuer chez nous. Si on a un moyen de l'empêcher, on doit le faire. Donc, il faut que nos présidents commencent à préparer aussi les assassinats ciblés. Tous ceux qui sont dedans, on les vise. Damiba, on peut l'atteindre au Togo. Damiba, on peut le liquider au Togo. Dès l'instant où ils vont comprendre qu'on peut les liquider, même si on tente et puis on échoue, ils vont dire, ah, ils sont après nous. Ils vont aller s'asseoir, réfléchir, et puis ils vont dire, ah, attends, on n'a qu'à laisser ça là d'abord. Le temps, ils vont dire, on n'a qu'à faire ça là d'abord. On va passer un temps, on va trouver un autre moment pour te liquider. Alors moi, je demande au Burkina, je demande au Mali, je demande au Niger, commencez à former des agents noirs, spécialisés dans les assassinats ciblés, contre des gens comme Daliba, contre des gens comme Thierry Brahima. Ils veulent nous tuer, il faut faire le retour à l'ascenseur. Il y a un jeune Ivoirien qui a dit, oui, il faut qu'on attaque la Côte d'Ivoire. Mais on peut faire mieux que ça. Au lieu d'attaquer la Côte d'Ivoire, on va cibler et puis on va liquider. On va tous se former en Corée du Nord. On va se former en Chine. On va se former en Iran. On va se former en Russie. On revient. Les gens vont te tuer, puis ils reviennent, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Tu te réveilles, on fouille, il n'y a rien. On dit, hey, il a eu crise cardiaque. Crise cardiaque, on t'a assassiné. Il faut qu'on comprenne que la survie de nos États, on ne va pas passer notre vie, tentative de déstabilisation. On les connaît, on sait où ils sont. Il faut les liquider. Si on ne peut pas les enlever, est-ce que les Américains n'ont pas fait? L'Arabie Saoudite n'a pas envoyé quelqu'un pour aller dépêcher un Saoudien à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. On n'a pas vu ça?
Kim Jong-un n'a pas tué son propre frère à l'aéroport devant tout le monde. Les Américains n'enlèvent pas les gens dans les valises. Alors pourquoi nous, on ne va pas le faire? Il faut le faire. Il faut les liquider. S'ils ne veulent pas nous laisser tranquilles, il faut commencer par les liquider. Les esclaves des salons, on coupe leur tête et puis c'est fini. Quand on va commencer à couper leur tête, ils vont nous respecter. Quand on va commencer à frapper, ils vont nous laisser tranquilles. Je demande à nos présidents, Dieu merci, comme je suis beaucoup écouté par nos services de renseignement, qu'on commence à former des agents noirs qui ne sont pas répertoriés dans les registres, qui n'apparaissent pas dans les fiches de paye. Ils n'existent pas parce qu'ils n'existent pas. C'est eux là qu'on doit commencer à former. Tous ceux qui s'attaquent à nous, on les envoie là-bas pour régler leur compte. C'est la seule façon c'est la seule façon pour nous d'être tranquilles. Pourquoi Israël recrute plus de 10 000 personnes en Iran? L'attaque, c'était des attaques ciblées. Ils ont donné des positions géographiques. Dieu merci, il y en a qui étaient effectivement à ces endroits, il y en a qui n'y étaient pas. Les plus grosses têtes, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'à la dernière minute, je ne sais pas si comme c'est une affaire de Dieu qui est venu, celui qu'on dit qu'on a tué, on l'a vu même au milieu de la foule après, mais je crois que lui, le missile a frappé un endroit où lui n'était pas, mais c'était sa maison. Parce que après on a vu le monsieur, il avait la main bandée, on dirait qu'ils sont allés l'enlever des décombres. Mais comme ils ne sont pas allés sur le site pour vérifier si les gens sont morts ou pas, et puis ils n'ont pas eu le temps de sortir, les Israéliens qu'ils ont attrapés, on les a liquidés, on les a attrapés aujourd'hui, le lendemain ils ont été fusillés. Tous les Iraniens qui ont été impliqués, quand on les attrape, on les fusille. Ils n'ont jamais fait un jour en prison. Le même jour, on les attrape, le même jour, on les fusille. C'est ce que l'Iran a fait. Alors nous disons qu'il faut que nos services de renseignement commencent à passer à la vitesse supérieure. Il s'agit de la survie de nos pays. Il s'agit de la survie de nos peuples. Il s'agit de préserver la vie de nos présidents aujourd'hui qui constituent une fierté. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de commencer par former des agents invisibles qui n'existent pas comme le dit leur nom, pour régler les comptes à des idiots comme Damiba. Si on avait ces agents-là il y a longtemps, Damiba, on l'avait mis 6 pieds sous terre. Il faut le liquider, Damiba. Je le dis, je ne cache même pas, il faut le liquider, Damiba. Il faut trouver un moyen pour le liquider. Il veut faire coup d'État, il faut lui servir le même plat qu'il veut servir au Burkinabé. Ceux qui veulent faire la déstabilisation, il faut leur servir le même plat de la déstabilisation, mais cette fois-ci dans leur famille. Vous voulez tuer? Tuer pourquoi? Mais qui peut regarder aujourd'hui nos États et puis dire qu'on n'est pas d'accord? Le Niger aujourd'hui a atteint l'autosuffisance alimentaire. Le Burkina a atteint l'autosuffisance dans certains domaines. Et Ibrahim disait la dernière fois, il faut commencer à vous préparer pour aller vendre à nos voisins. Mais comme un président comme ça, toi, tu vas me le tuer. Parce que toi, t'es qui? Et puis, il va s'asseoir. Et puis, Alain Foucault, il y a des gens, nous, Alain Foucault, moi, je ne suis pas président. Peut-être que tu as venu au Mali ici pour porter plainte contre moi un jour, je ne sais pas. Mais ce que tu fais là, Alain Foucault, si tu n'arrêtes pas, tu as regretté. Parce que les gens t'utilisent pour masquer leurs intentions réelles, Alain Foucault. Damiba t'a utilisé pour lancer un message. Mais Alain Foucault, je pense que quand je dis toujours aux gens, bon, vous pouvez avoir des diplômes, hein, vous pouvez dire, mais je ne crois pas que vous pouvez arriver à la chimie. Je respecte Alain Foucault. Mais je pense qu'Alain Foucault il va me dire, il est journaliste, il doit faire passer tout le monde. Mais non. Alain Foucault, on n'est plus dedans. Si tu as démissionné de RFI, c'est parce que tes prises de position ne plaisaient plus à tes patrons. Donc, si tu as décidé de venir travailler pour l'Afrique, des gens comme Damiba, Alain Foucault, tu ne peux pas continuer à interviewer des gens comme Damiba. Et dans les interviews, peut-être qu'Alain Foucault, tu as fait tes études, mais cette partie de l'expérience, tu ne l'as pas. Dans les interviews, il y a toujours un code que les gens envoient. Je répète, dans les interviews, il y a un code qu'on envoie toujours. Quand on veut faire du mal, quand on est un leader caché, on veut lancer l'opération, il y a un code. Et Alain Foucault, ton entretien que tu as fait il y a 7 mois, là, il avait lancé un code dedans. Il faut faire beaucoup attention. Ou bien je dis à nos présidents, si Alain Foucault continue d'aller, enfin,
parler avec des idiots comme Damiba, nos présidents n'ont qu'à arrêter de parler avec Alain Foucault, c'est tout. Il n'a qu'à continuer à faire ailleurs, mais il ne vient plus chez nous ici. Parce que tu ne peux pas prétendre défendre l'Afrique et donner la parole à ceux qui veulent tuer les Africains. Je ne comprends pas, Alain Foucault, il y a un sérieux problème. Donc moi, je répète encore une dernière fois, je demande à nos services de renseignement de commencer à réfléchir sur la mise en place des agents noirs, des agents qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas fichés, des agents qui n'existent pas, pour régler des comptes à des gens comme Damiba. Il n'est pas le seul. Parce que si on apprend, comme il y a les deux idiots là, les Zakaria là, comme je ne sais pas où il est, sinon, des gens comme Zakaria là, il faut envoyer nos éléments là-bas. Mais comme on ne sait pas si lui il est mort ou il est en prison, donc on ne sait pas tout. Mais des gens comme Zakaria, c'est pas Zakaria seulement, même des gens comme Daouda là, envoyer les agents noirs aller prendre Daouda chez son Idjoula Djougou, PD comme ça là, on le prend sur son amant garçon. Ils sont nets, on met sac sur sa tête, on le met dans la valise et puis se réveille au sein de l'AES. Daouda, ça va? Il dit, petite tortue ninja là, tu es où là? Il dit, je suis où? Il dit, petit, tu es au Mali. Comme je suis arrivé, il dit, d'accord. Maintenant, tu vas répondre de toutes tes bêtises. On va commencer à enlever les gens. On va commencer à vous enlever en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Et puis maintenant, on voit ce que vous allez faire. N'amour folie que vous êtes. Mais attends, on n'a qu'un problème avec vous. On ne vous demande rien. Alors, la dernière partie, avant d'aller loin, il y a la dernière partie qu'on va développer où ils ont dit, ça c'est Marius Komoé qui dit, il dit, mais les pays de l'AES, ils font la grande gueule, pourquoi ils ne quittent pas le franc CFA? Ah, merci Alpha. Il dit, où est passé? Il dit, franc CFA. Il dit, bon, d'accord. On nous dit, on est incapable de quitter le franc CFA. Il dit, peut-être que si tu avais dit ça autrement, moi je peux, mais c'est pas devant Keïta tu vas dire ça. Oui, Tortue Ninja est dedans, on va l'enlever. Dites à Tortue Ninja. Il n'a pas dit qu'il est Djoula-Djougou, il n'a pas dit qu'il aime garçon, il n'a qu'à bien regarder où il va souvent. Parce qu'un jour, là, il va se réveiller, il va se retrouver, soit au Mali, soit au Burkina ou au Niger. Alors, pour ceux qui sont, évidemment, c'est une petite parenthèse rapide, si vous êtes intéressés, voilà, il y a plein de gens, bon, écoutez, quand vous venez à Keïta, et puis je prends le temps de vous répondre, après vous disparaissez, je sais pas, vous revenez quelques mois, vous me dites, je sais pas, prenez le temps pour vous organiser, et puis venez à moi si vous avez vraiment des réels besoins. Si vous n'avez pas besoin de mes produits, je vous en prie, laissez ceux qui ont besoin de mes produits, parce que vous empêchez ceux qui ont besoin de moi d'avoir accès à moi à travers vos messages. On vous répond, vous ne répondez pas, vous perdez le temps, je perds le temps, je vous parle, alors qu'il y a plein de gens. Quand je finis de répondre, peut-être à un certain nombre, je suis épuisé. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont en urgence. Et souvent, quand vous appelez, vous trouvez que la situation est un peu compliquée pour la personne. Si vous n'êtes pas prêt, je vous en prie, ne venez pas. Soyez prêts et puis vous venez. D'accord? C'est beaucoup mieux ainsi. Parce que je le dis, ce n'est pas pour chose, c'est pas méchant, mais il y a des gens qui ont besoin de mes services, vous les empêchez d'avoir accès à moi. D'accord? Alors, comme je le disais, à un moment donné, si vous avez des soucis de santé, vous pouvez avoir une pathologie peut-être qui est maltraitée, qui est méconnue, ou on vous traite, ça ne va pas, surtout les gens qui font le diabète. Ah, j'allais oublier. Il y a un nouveau traitement que j'ai introduit dans mon truc, ceux qui ont le diabète type 2 avec des infections cutanées. Donc, si vous avez le diabète type 2 avec des infections cutanées et que vous n'avez pas de solution, par la grâce de Dieu, on peut vous aider à ce niveau-là. Je dis pas seulement que c'est diabète type 2 seulement, un type 1, type 2, infection cutanée, tous les types de diabète avec infection cutanée, c'est la même chose avec les hypertensions. Il y a plusieurs types d'hypertension, hein. Il y a des problèmes aussi de dysfonctionnement cardiaque. Et puis, souvent, les gens se tuent pour des trucs ici. C'est vrai que le cœur est très sensible. Mais très souvent, les origines sont liées à des éléments auxquels on ne prête aucune attention. C'est pourquoi je vous conseille toujours de vraiment, malade ou pas. D'ailleurs, la belle ivoirienne n'est pas faite pour traiter une maladie.
La belle ivoirienne, elle est faite pour anticiper des maladies. Puisque la belle ivoirienne vous nettoie dans tout le système. Si vous avez une injection, surtout les gens qui font les injections, les Covid, la plein de conneries, ils mettent dedans et puis ensuite les gens vous font l'injection. Non. Vous avez besoin de la belle ivoirienne. Rien que pour nettoyer le système. Lui, c'est préventif. Hein. Une fois que vous avez la belle ivoirienne, ça peut faire 1 ou 2 ans avec vous. Ça dépend de comment vous allez l'utiliser. Si vous l'utilisez correctement tel que je vous dis, vous allez faire à peu près 1 an, 1 an et demi avec le produit. Mais si vous exagérez, vous allez faire peut-être 6 ou 8 mois. Voilà. Mais c'est bon parce que c'est ça. Quand vous l'utilisez, vous-même, vous voyez, il y a un gars qui était tellement sérieusement malade, quand celui qui a été à l'usine pour qu'il achète mon produit, le monsieur arrive et puis sa femme est là, il dit, je suis fâché avec toi. Mon ami dit, j'ai fait quoi? Elle dit, mais regarde ton camarade. Moi, je suis sa femme, là, il est plus âgé que moi. Moi, je fais plus vieille que lui. Regarde comment il est devenu jeune. Donc, pas appeler ton ami Keïta. Il faut le dire, il a qu'à m'aider moi aussi, mon truc, là. Parce que mon mari, là, c'est vrai que le traitement il a été guéri, mais il est devenu encore beaucoup plus jeune, plus rayonnant. Un gars qui marchait avec qui était un peu courbé, qui marche correctement. J'ai dit, waouh, quelle grâce. Donc, vraiment, la belle ivoirienne, ça, c'est pour anticiper, c'est pour nettoyer, c'est vraiment faire un nettoyage complet. Et puis, la régénération cellulaire, les reins, le foie, c'est important. Parce que c'est là qu'on a affaibli tout de suite. Le foie, les reins, le cœur, les poumons, les artères, les cellules, c'est tout ça. Mais une fois que vous avez la capacité de les régénérer, de les nettoyer, de les revitaliser, tout de suite, le système immunitaire reprend tout. Et puis, ouais, votre éclat revient, votre jeunesse revient, vous êtes plus rayonnant, plus en santé. Les petites maladies, c'est fini. En tout cas, tant que vous prenez la belle ivoirienne, ce sera difficile que vous soyez hospitalisé. Ce sera vraiment difficile. Mais si vous êtes déjà malade, alors vous nous dites exactement ce que le médecin a dit. Quelle est la maladie? À ce moment-là, je vous réponds, je vous dis voilà ce qu'on peut. Si je peux pas, je dis bon, mais que Dieu vous aide. Mais si on peut, je dis voilà le traitement que je peux vous proposer. D'accord? Je vous en prie, soyez sûr que vraiment vous avez besoin parce que quand vous venez plein, on vous donne les informations. Oui, c'est vrai, beaucoup payent, mais beaucoup empêchent encore d'autres personnes. C'est pourquoi je dis que quand vous n'êtes pas prêt, hein, laissez le temps aux autres, ceux qui sont dans le besoin. Souvent, il y a des urgences que je n'arrive même pas à voir. C'est après, on me dit, mais Keïta, c'est pas vrai, on m'appelle et puis on m'insulte. Hein? Si vous n'êtes pas prêt, franchement, je vous demande pardon. Laissez ceux qui sont prêts, hein, acheter les produits. Et puis, moi, quand vous serez prêts, je suis toujours là par la grâce de Dieu. En tout cas, tant que Dieu m'accorde le souffle de vie, je suis là, vous venez. Hein? On va s'entendre, il n'y a aucun souci. Alors, pour les pathologies, il y a beaucoup. Hein? Je ne peux pas citer, comme je dis souvent. Venez à nous. Voilà ce que le médecin a dit. Hein? C'est le 223 72 77 47 88. 223 72 77 47 88 et 223 72 77 47 88, c'est un numéro WhatsApp. Beaucoup de personnes viennent, on m'a donné, mais prenez le temps de bien expliquer aux gens, je vous en prie, parce que souvent quand ils viennent, ils ne savent pas trop ce qu'ils font dire. Et puis les femmes aussi, et alors, mes chéris, excusez-moi, si il y a une femme qui a failli me mettre dans le problème comme ça, femme, elle dit, ah, Keïta, j'ai dit, ah, moi je pensais qu'elle va me dire, elle dit, ah, j'ai besoin de la performance sexuelle. J'ai dit, mais toi, tu es femme, tu as fait quoi? Elle dit, c'est pour mon mari. J'ai dit, mais est-ce que ton mari et toi, vous avez dit, ah, Keïta. J'ai dit, mais est-ce que toi et ton mari, vous avez parlé? J'ai dit, d'accord, est-ce qu'il est malade? Parce que la performance sexuelle, c'est ce que je pose comme question. Est-ce qu'il a la prostate? Est-ce qu'il a l'hypertension? Est-ce qu'il a le diabète? Est-ce qu'il a l'insuffisance rénale? Elle dit, ah, attends. Au moins, je parle avec elle, pape, elle donne le téléphone à son mari. J'ai dit, oui, ça va, mon ami. Il dit, bon, d'accord, est-ce que ta femme me disait que tu as besoin de... Il dit, je suis au courant de rien. Il dit, tu dis quoi? Donc, la femme trouve que son mari n'est pas performant comme elle veut. Mais il faut discuter d'abord avec lui et puis ensuite tu viens à moi. Mais elle me dit, j'allais dire, il dit, mais j'ai dit quoi à ton mari? Le gars là, il ne sait même pas de quoi on parle. Il dit, mais monsieur Keïta, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Il dit, mais ta femme me dit que ton moteur ne démarre pas correctement. Il dit, ah, en tout cas, c'est pas moi, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Il dit, ah, mais elle t'a donné le téléphone, non, il faut m'expliquer. Il dit, je n'ai rien. Il dit, tu n'as pas de diabète, non. Hypertension, non. Prostate, non. Insuffisance rénale, non. Et la performance, il dit, je performe correctement. J'ai dit, mais quel est le problème alors? Madame, pardonnez, ne me mettez pas en parlant avec vos maris. Ne faites pas ça à cause de Dieu. Ça va dire.
Parlez toujours avec vos maris si vous voulez. S'il n'est pas comme vous voulez, mais parlez avec lui. Peut-être qu'il y a un souci, peut-être qu'il y a une pression qui a baissé un peu l'intensité de son activité. Mais vous voulez vous donner produit alors qu'il ne veut même pas. Il lui dit qu'il n'a rien. Hein? C'est comme si moi, je veux l'obliger à acheter un produit pour vous. Ne faites pas ça. La dame qui a fait, je ne sais pas si elle est là, mais vraiment, je souhaite que vraiment, c'est pas joli. Hein? Soyez d'accord avec votre mari avant de venir. Parce que ça, c'est une sensibilité, ça peut détruire un mariage. Hein? Si, Dieu merci, j'ai été vraiment assez professionnel, j'ai maîtrisé, sinon quelqu'un de tout de suite, ça peut dégénérer. Hein? C'est des choses qu'on ne fait pas. Mais après, la femme n'a pas apprécié ce que je lui ai dit, mais je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit ici. Alors, si, mesdames, vous venez à moi par rapport à vos maris, si c'est pour la performance à cause de Dieu, dites à votre mari même de m'appeler, c'est beaucoup mieux. Maintenant, si c'est pour un entretien, il n'y a pas de problème, c'est la belle ivoirienne pour l'entretien corporel. Maintenant, s'il y a des pathologies, c'est le même numéro, vous laissez un message, d'accord, WhatsApp, et puis je vous réponds. Vous me dites exactement ce que le médecin a dit, exactement de quoi vous souffrez, et puis moi, je vous propose mes services, si c'est dans mes cordes, si c'est dans mes, voilà. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis autour de, je peux dire 99,99% de taux de satisfaction, taux de guérison. C'est énorme. C'est énorme, et ça, c'est une baraka de Dieu. D'accord? Merci infiniment. Une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Si vous êtes intéressé, vous nous dites, voilà ce que je souffre. C'est ce que le médecin a dit. Ou bien j'ai ça depuis longtemps, j'ai pas été traité. Voilà le diagnostic du médecin. Pas de documents, je vous en prie. Dites-moi seulement en une phrase qui le médecin a dit. D'accord? 223, 72, 77, 47, 88. Alors, on y va. Alors, on nous dit en Côte d'Ivoire que pourquoi nous ne quittons pas la zone UMOA, le franc CFA. Que nous sommes incapables de quitter le franc CFA puisque on est parti de la CEDEAO, mais on n'est pas parti de la CEDEAO. Et ils disent qu'avec l'arrivée de l'ECO, qui est la monnaie que la France veut implémenter, et que cette monnaie-là, elle sera aussi la monnaie des pays de l'AES. Je pensais que les gens en Côte d'Ivoire, une fois de plus, sur ces plateaux minables de télévision, je pensais que ces gens-là avaient une petite intelligence. Vous savez, à l'époque, à l'école, par exemple, moi, j'avais cette habitude-là. Quand mon ami de mon voisin d'internat ou quand il a une meilleure note que moi, je deviens amer. Pas avec les gens, mais je me dis, il a quoi de mieux que moi? Et puis il m'a battu. Il faut que la prochaine fois, je dépasse le gars. Et si le gars me dépasse, je deviens comme fou. Je ne vais pas accepter. Je dis, je refuse. Il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive. Ça, c'est sur papier. Maintenant aussi, il y a, quand vous parlez aussi, à l'école, hein, les professeurs faisaient beaucoup attention. Je vous ai dit qu'à ma première année à l'université, j'ai été détecté par le doyen de la faculté de choses, je vois c'est droit, non? Ou bien quoi, là? Il avait voulu me faire changer. Voilà, il avait voulu me faire changer, de département. Parce que il dit que vraiment, c'est rare de voir un étudiant en première année avoir une telle maîtrise du sujet, quoi. Pourquoi je dis ça? Quand vous écoutez ces idiots-là, et puis ce qui est malheureux, ils sont tous bêtes assis là-bas. Tu sais même pas qui est bon et qui. Alors, il faut savoir lire entre les lignes. Lorsque l'AES a mis en place la banque d'investissement de l'AES, je vous ai toujours dit, c'est une anticipation. Cette banque va gérer un actif initial de 500 milliards. Et c'est cette banque qui va aller chercher des financements pour les grands projets de l'AES, tels que une compagnie aérienne commune, une compagnie ferroviaire commune, faire un canal pour que les petits et les moyens bateaux puissent rentrer au Mali, je crois, dans la zone, chose comme on appelle ça, AES. Et puis, il y a plein d'autres projets, hein.
D'accord? Cette banque, l'or que nous allons extraire, on ne va pas la vendre. Même si nous achetons cet or, nous allons le déposer où? Je vous ai dit la dernière fois, l'or, il faut le déposer quelque part. C'est dans notre banque qu'on peut déposer cet or. C'est pas au siège de la BCEAO. Parce que tous les 3 pays, nous avons le siège de la BCEAO. Et j'ai toujours dit que les bâtiments qui constituent le siège de la BCEAO, ces bâtiments-là peuvent devenir les banques centrales de nos 3 États. On crée une banque centrale et dans chaque pays, il y a une succursale de la banque centrale. Les bâtiments de la BCEAO, puisque c'est nous qui construisons, c'est pour nous. C'est pas pour la BCEAO, ça nous appartient. C'est ce que le président Gbagbo a fait en 2010 quand Ouattara criminel avait demandé à ce que les banques commerciales ferment. Il a donné l'ordre de prendre l'argent de la Côte d'Ivoire qui se trouve à la BCEAO et de l'amener au trésor pour que les fonctionnaires ivoiriens soient payés. C'est là que l'idiot voleur de président dit que Gbagbo a volé. Gbagbo a volé, il n'y a pas fallu des présidents à 340 milliards. Gbagbo n'a jamais eu ça. Gbagbo a volé quoi? Il y a tellement de choses à dire sur ce minable de président que je vois en parler, mais c'est une perte de temps. Alors donc, je continue en disant ceci. Cette banque d'investissement, je l'ai dit, cette banque, les 3 pays vont partager ensemble une banque. Et cette banque, comme elle va fonctionner, va permettre d'implémenter notre monnaie facilement. C'est comme si cette banque était un test pour nous. Alors, quand les idiots, les enfants de capotes au percé vont s'asseoir sur des plateaux de télévision minables, ils ne savent même pas ce qu'il faut pour soutenir une monnaie. Nous, on a tout ce qu'il faut pour que la monnaie de l'AES soit créée. On a l'or en quantité énorme, aussi bien au Mali, au Burkina, au Niger. Les 3 pays, chacun va apporter ce qu'on appelle un apport initial en termes de ressources. Le Mali peut dire, mon lithium là, je vais l'ajouter à mon or, mon gaz, mon pétrole, je vais ajouter à mon or et puis on dépose. Donc, nous allons endosser la monnaie de l'AES avec l'or, le lithium, le gaz, le pétrole. Le Niger a déjà le pétrole, mais l'uranium aussi peut endosser. Donc, tous les pays ont du pétrole, tous les 3 pays ont pétrole, gaz, tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui peut nous poser un problème pour ouvrir notre monnaie? C'est quand vous n'avez pas ce qu'on a. À l'époque, c'était juste l'or. Alors, je vais vous expliquer un peu comment l'endossement se fait sur le plan monétaire. Je dis bien monétaire, pas économique. Sur le plan monétaire, le dollar, par exemple, s'appuyait avant sur l'or comme tout le monde. Mais le dollar, les Américains ont compris que c'est compliqué. S'ils veulent rester à la tête du monde, il faut trouver un système. Et ils ont trouvé un système où c'est le monde qui finance le mode de vie des Américains, à travers la monnaie, à travers le dollar. Et le dollar américain est endossé par quoi? Par la puissance de feu de son armée. Donc le dollar utilise le pétrole, l'Amérique, utilise le pétrole de qui? Le pétrole des Saoudiens. Et les Américains disent, nous on assure votre sécurité, vous, toutes les transactions pétrolières doivent se faire désormais en dollars. Donc les Américains imposent le système du dollar. Donc le marché mondial, le système SWIFT, tout ce que vous connaissez, les cartes bancaires, credit card, banking, tout est fait avec le système américain. Donc ça veut dire que le monde, celui qui veut acheter un téléphone, on me dit que ça fait $1000. $1000, moi je fais la conversion, je dois acheter les $1000, on me dit ça fait 650 000. D'accord? 650 000, c'est un exemple, je n'en sais plus que $1000. Alors 650 000, donc j'achète le dollar à 650 000 et puis j'achète mon produit. Donc en achetant le dollar, tout de suite le $1000, l'argent va où? Directement dans le trésor américain. Mais c'est un système qui est sorte que c'est tellement complexe qu'on a du mal à retrouver. Mais c'est comme ça que les Américains ont réussi et c'est ce qui leur réussit bien. Pourquoi les Américains aujourd'hui sont en faillite? Pourquoi ils sont énervés? Ils sont énervés parce que Vladimir Poutine et Xi Jinping et les BRICS, ils sont en train de dédollariser la transaction internationale. Désormais, vous achetez avec le yuan chinois, le rouble russe, vous n'avez pas besoin de dollars désormais pour acheter avec la Chine.
Alors, quand les idiots parlent sur les plateaux de télé, je souhaiterais qu'ils aient cette petite intelligence pour dire attention, où on va, c'est compliqué. Mais ils sont en train de dire aux Ivoiriens, non, vous avez le meilleur président, vous avez le meilleur système, vous avez mais que les Ivoiriens se réveillent. Parce que si vous ne vous réveillez pas, le jour où vous allez décider de vous réveiller, je jure au nom de tout ce qui m'est cher, dans la gloire d'Allah, le réveil sera brutal. Brutal. Parce que c'est les mêmes bêtises, les mêmes idiots avec leur gueule qui pue la merde qui racontent des bêtises. Qui fait perdre l'argent à la Côte d'Ivoire? Qui fait que la Côte d'Ivoire va s'endetter encore beaucoup plus cette année? C'est le Mali. L'argent qui rentrait avant ne rentre plus dans le port d'Abidjan. On n'est pas pauvres. Ils ont besoin de nous pour survivre. Mais nous, par contre, on peut changer de port sans connaître trop de perturbations. Mais eux, quand nous, on ne va plus là-bas, ils perdent. Il faut aller s'endetter sur le marché international, sur le marché des capitaux, pour financer sa dette. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire prend crédit pour financer sa dette. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est le monde entier qui finance leur dette. Mais les Ivoiriens qui financent la dette des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Ce n'est même pas l'humour. Donc, ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Et ça, on est arrivé à ce point où on a compris. On nous a berné d'histoires maléfiques, satanistes, pernicieuses, mentir et mentir. Maintenant, on découvre le visage de la vérité. Et le visage de la vérité nous dit quoi? Que ne croyez pas que vous êtes pauvre. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes riches. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre argent. Ils ont besoin de votre transaction. Donc, quel que soit X alpha, nous, on aura toujours l'argent pour financer notre économie. Maintenant, est-ce que nous allons quitter le franc CFA? Nous allons quitter le franc CFA. Mais nous voulons attendre que eux-mêmes, ils commettent l'erreur. Parce que l'implémentation de l'éco, vous croyez que les peuples de l'AES vont cautionner que l'AES entre dans l'éco avec les mêmes systèmes qu'on connaît, la marmaille? Vous avez une idée des difficultés que nous avons souvent, on n'arrive même pas à acheter nos produits, et même quand on a l'argent, parce que c'est la France qui garantit cette monnaie, même l'éco. Vous croyez réellement que l'AES va rentrer dans cette... Parce que nous allons chercher à savoir d'abord ce que c'est. Mais puisque nous avons des actifs et des intérêts au sein de cette banque, c'est plus facile de claquer la porte politiquement que de le faire sur le plan monétaire, parce que vous perdez beaucoup, vous avez donné beaucoup là-bas. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas quitter? On va quitter. Et c'est une question de temps. Qu'ils s'asseyent, le jour viendra, ils vont bien siroter leur Nyamakoudjil selon leur président, et puis nous verrons partir. Le jour où nous allons quitter l'UMOA, s'il n'y a pas d'évaluation, si vous me voyez encore, dites menteur là. Est-ce que vous connaissez le poids monétaire de 3 pays unis? Quand les gens parlent, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ont la grande gueule, ils piaillent. Ils auraient dû être assez intelligents et réfléchir pour dire, mais attention, pourquoi la même monnaie, aujourd'hui là, l'euro en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, c'est le même euro. Mais comment vous pouvez comprendre que le même franc CFA au Cameroun, c'est pas le même franc CFA au Mali? Vous ne pouvez pas utiliser le franc CFA du Cameroun au Mali. Vous ne pouvez pas utiliser le franc CFA du Burkina au Gabon. Il y a des Africains qui ont le courage de défendre ça. Est-ce que c'est la malédiction? Je ne sais pas. Merci infiniment d'avoir été à notre compagnie. Le plaisir a été pour moi de me retrouver avec vous. Hein? On garde le contact, on se retrouve, Inch'Allah. À très bientôt. Merci infiniment à toutes et à tous. Très bonne, c'est soirée, non? Ah, quoi, il n'est pas encore minuit. Donc, très bonne soirée à toutes. Merci infiniment. Ah, j'allais oublier.
Il y a l'anniversaire de mon fils Gaussou demain, je pense que ce sera ouf. Déjà, il a commencé à tout casser. On garde le contact, merci infiniment à tous.